J'essaie d'être très courte. Ça sera écrit? Oui, écrit. Oui, c'est ça. Oui. Peut-être je vais répéter, mais j'ai préparé quelques questions. Je vais répéter peut-être la question. Votre français est parfait, bravo. Ouais. Merci. Je viens de vous lire dans le magazine, le Lire magazine littéraire du mai. Oui. Et j'ai une question là-dessus. Mais c'est plus loin. Je commence par une première question. Donc, Paradis perdu, c'est le premier roman d'une série ambitieuse, je dirais. 8 romans. Vous avez déjà écrit 2 romans, peut-être plus, mais... Oui, je suis en train de finir le 3e, oui. Ouais. Qui retrace, selon moi, l'histoire de l'humanité. Alors, la question c'est, quelle a été la genèse de ce projet? Est-ce que c'est une contre-réaction à la crise de l'humanité que nous traversons, pandémie, guerre d'Ukraine? Je crois que c'est d'abord une volonté presque d'enfant, la volonté de comprendre. En face du monde, je me suis toujours demandé pourquoi. Pourquoi le sol sur lequel je vais marcher, c'est du goudron ou des pierres, et ce n'est pas de l'herbe? Pourquoi est-ce que je suis dans une ville, etc. Vous savez, les enfants sont spontanément philosophes parce qu'ils posent des questions. Et Platon disait que la première vertu philosophique, c'est le questionnement et l'étonnement. Et je crois que j'ai d'abord voulu comprendre comment on était passé de nos ancêtres animaux parmi les animaux à ce monde où j'ai pris un avion ce matin qui m'a permis de faire des milliers de kilomètres et qui m'a fait passer de Bruxelles à Bucarest. Donc il y a ça. Et après, oui, effectivement, il y a quelque chose de très contemporain qui est l'angoisse écologique. Oui, vous parlez de survivalistes, d'écologistes, de l'avenir des jeunes générations. Exactement, oui. Et de plus en plus au fur et à mesure des tomes. Oui, parce que je crois que nous vivons une époque absolument unique dans l'histoire humaine. C'est l'époque où l'humanité se dit, est-ce que nous ne sommes pas allés trop loin ? Est-ce que, à force d'occuper la terre, d'en extraire les richesses, de dompter la nature sous la forme de la faune ou de la flore, nous n'avons pas tout déréglé et peut-être même rendu impossible notre survie sur cette terre. C'est une nouvelle, apocalypse. Oui, c'est une nouvelle apocalypse, mais très différente. C'est ce que pense mon héros Noam, très très différente de toutes les apocalypses précédentes, parce qu'il y a toujours eu des peurs apocalyptiques, voilà. Mais la différence, c'est que la peur, elle n'est plus concentrée sur les dieux, Dieu ou la nature, elle est concentrée sur l'homme. C'est l'homme lui-même qui est le coupable, ou en tout cas le responsable. Et ça, c'est un sentiment totalement nouveau de l'humanité qui s'interroge sur son propre développement en disant, mais oui, on est arrivé jusque-là, mais est-ce que là, c'est pas trop loin? Et ça, c'est le deuxième ferment de ce livre. C'est aussi pour ça que je l'écris. Une deuxième question là-dessus, le rôle de la littérature aujourd'hui dans ce possible salut de l'humanité, parce qu'on a traversé une pandémie, on traverse une guerre. Est-ce que la littérature compte aujourd'hui? Dans quel sens? Quel est son pouvoir à propos de l'avenir? Moi, je pense que la littérature a le pouvoir de créer des fraternités inattendues. Moi, quand je lis un roman russe, je suis russe. Ce que je ne suis pas le reste du temps. Quand je lis un auteur roumain, je suis roumain. Auteur japonais, je suis japonais. Non, la littérature a vraiment ce pouvoir de nous faire devenir l'autre et de nous permettre d'appréhender l'autre. Et ça, c'est sa force. Elle est vraiment un lieu de rencontre et un éventuel lieu de fraternité. Donc elle est un espace unique qu'il faut absolument conserver. Parce que moi, si je peux haïr, détester Vladimir Poutine, je continue à adorer Dostoïevski et Tchaïkovski. Et ça ne changera jamais. Voilà. Après, moi, je crois que la littérature est pas seulement ce lieu de rencontre, mais elle est aussi un lieu de réflexion. Et nous avons besoin, une fois que nous nous sommes battus, de réfléchir à ce qu'il faut construire.
Et je pense que voilà, la littérature nous offre aussi ça, des éléments de réflexion. Et encore, il y a l'histoire mythique, l'amour, de l'amour en fait, c'est l'errant Noam et Noura. Oui. Je pense aussi que vous avez cité Dostoïevski, c'est aussi le rôle de l'amour dans Oui. la destinée de l'humanité. L'amour, c'est très lié à la littérature en fait. Oui, c'est pas la littérature qui a inventé l'amour, mais c'est la littérature qui nous permet, sans souffrir, de regarder les complexités de l'amour, parce que quand on les vit dans sa vie, c'est toujours beaucoup plus douloureux. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que nous nous précipitons sur des livres qui parlent d'amour, parce que il y a la distance qui nous permet de réfléchir un peu, alors que dans la vie, on subit, on ressent. On s'extasie ou on pleure, mais on ne réfléchit pas. Oui, mais c'est aussi une question de discours de langue, linguistique. La littérature nous sert très bien à Tout à fait. nous exprimer en tant qu'amoureux. Oui, non, mais elle peut être un outil de l'amour, tout à fait, oui. Pas seulement l'expression de l'amour, mais carrément un instrument de séduction aussi. Oui. Mais non, moi ce qui m'intéresse aussi dans ce livre, c'est de raconter une immense histoire d'amour qui va durer 8000 ans. Ouais. Voilà. Qui va me permettre vraiment d'aborder des tas de couleurs de la relation amoureuse à travers deux personnages qui s'aiment, mais pas toujours de manière synchrone. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément au même état de leur histoire ensemble, ce qui est le propre souvent des histoires d'amour, mais qui va être particulièrement leur cas. Et moi qui suis déjà en train d'écrire le 3e tome, c'est un magnifique champ d'analyse et d'investigation que d'avoir des personnages sur une durée pareille. Oui, et c'est aussi très ambitieux, je pense, et très courageux. Oui, mais l'ambition, c'est voilà, c'est ça. L'ambition, ça donne de la force et ça oblige au travail. Rien de bien ne s'est fait sans ambition. C'est vrai, et sans travail. Et sans travail. 90%. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que moi j'ai eu cette idée de ce grand roman quand j'avais 25 ans. Mais à 25 ans, j'étais capable d'avoir l'idée, j'étais incapable de la réaliser. Et cette idée est devenue un programme de vie. Je me suis vraiment dit, il faut qu'un jour tu sois capable. Donc c'était un programme de lecture et de réflexion sur l'histoire, l'histoire de la médecine aussi, l'histoire des sciences, etc., l'histoire politique. Mais c'était aussi une façon d'investir le champ de la création en me disant, il faut que tu travailles ton souffle. C'est-à-dire qu'un jour, tu as assez de souffle et de confiance pour rentrer dans une histoire comme ça, en sachant que tu iras jusqu'au bout, etc. Et ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Et comment vous vous documentez? Alors, je me documente tout seul. Je n'ai pas de recherchiste, je n'ai pas de documentaliste, parce que c'est en cherchant qu'on trouve. Parce que je ne peux pas dire à un documentaliste, cherche-moi ça, parce que je ne sais pas ce que je cherche. Donc c'est moi qui vagabonde dans les livres, dans les informations. Alors après, je fais relire le roman par un spécialiste de chaque période, pour éviter d'écrire une bêtise. Mais non, tout ce travail, je le fais. Mais j'ai une formation universitaire pour faire ça. Je veux dire, j'ai fait des études de philosophie. Oui, mais avant des études très généralistes. Quand on rentre dans l'école où je suis rentré, on rentre avec l'histoire ancienne, l'histoire moderne, le latin, le grec, la philo, le français, l'anglais. Enfin, donc j'ai la formation pour faire ça, mais parfois je suis un peu. Mais je refuse de me faire aider parce que mon éditeur dit toujours on va te donner. Non. En plus, si quelqu'un me disait une bêtise, parce que j'en ai vu des bêtises dans les livres, des erreurs, etc. Donc je ne veux pas. C'est mieux de compter sur soi-même. Voilà, et au moins voilà. Confiance à des. C'est très difficile, ouais.
Et donc à propos de la chronique du Lire magazine littéraire de mai, j'ai été à Paris et j'ai acheté, j'ai vu les deux sont déjà une seule revue, donc il y a la crise aussi à Paris, en France aussi. Mais bon, heureusement ça continue le magazine littéraire sous cette formule. Mais oui. Il y a eu un rachat des deux titres. Le nouveau projet du magazine littéraire n'a pas marché, c'est ça? C'était un nouveau projet. Raphaël Glucksmann ensuite a démissionné. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais le projet n'a pas. Vraiment, je ne sais pas du tout comment ça s'est passé, puisque moi, je connaissais les équipes de Lire. C'est pour ça qu'ils m'ont demandé de faire ma chronique, mais je ne sais pas ce qui s'est exactement passé au magazine littéraire. Moi, j'ai trouvé ça très triste, parce qu'ils étaient très différents, ces deux magazines. Et j'aimais beaucoup magazine littéraire pour ces dossiers. Pour ces dossiers. Alors du coup maintenant Lire magazine littéraire fait beaucoup de dossiers. Oui, ce qui est très bien. Voilà, pour garder l'ADN du magazine littéraire, exactement. Et là, vous avez déclaré que vous aimez beaucoup, vous êtes amoureux de la langue française. Voilà. Est-ce que vous avez dit que c'était une sorte de... C'est ma partenaire. Partenaire, voilà. La langue française change, on traverse une époque terrible, chaotique, il y a l'Internet, le numérique. Quel est à présent votre rapport à la langue française vivante, en tant qu'écrivain? Moi, écoutez... Elle change aussi à l'écrit. Ce n'est plus le discours très sophistiqué, français, très livresque, très raffiné. Il y a des Alors, c'est sûr... Je me souviens d'une phrase de Giraudoux, vous savez, le romancier des années 30, 40, qui disait « Le problème en France, c'est que quand un homme prend la plume, c'est d'abord un lettré qui parle. » Alors ça, c'est plus vrai. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Des gens prennent la plume qui ne sont pas du tout lettrés. C'est l'époque de la vitesse. Oui, alors... Et du numérique. Oui, alors ça peut apporter de temps en temps des livres intéressants parce qu'il y a des personnalités, puis il y a des sujets, et puis il y a des thèmes, etc. Moi, je m'inscris pas du tout. Moi, je m'inscris dans une tradition de lettrés. Oui. J'ai une langue qui, je pense, donne l'illusion du naturel, mais qui ne l'est pas. Mais parce qu'elle est très travaillée pour avoir l'air naturel. On a de l'académie. Voilà, exactement. Et moi, je suis pas inquiet parce que je vois les Français quand on parle une jolie langue, ils sont séduits. Ouais. Je veux dire, moi, je dois dire, quand je prends la parole, les gens viennent en me disant « Ah, ça fait tellement du bien d'entendre un bon français » ou quand les gens me lisent « Merci, cette fluidité de la langue, etc. etc. » Donc je crois que la cause n'est pas perdue. La cause n'est pas perdue. Je pense qu'il y a vraiment... Alors, ce qu'il y a, c'est que la grande difficulté aujourd'hui, c'est d'écrire un français qui soit contemporain et classique. Mais enfin, je pense que c'est un problème depuis longtemps et c'est souvent le problème que doivent rencontrer les écrivains. Moi, j'essaye de trouver un français contemporain et classique à la fois. Voilà, mais je vais pas du tout céder au parler, je dirais, moi j'emploie des imparfaits du subjonctif, j'emploie le passé simple et non pas le passé composé. Quand il faut le passé simple, j'emploie le passé simple. Je sais de temps en temps, je suis un peu en réaction par rapport à un amollissement de la langue, mais en même temps, j'ai un très large public et parfois de gens qui sont pas forcément cultivés, ce qui montre qu'on peut garder une qualité de langue et rencontrer un grand public. Je crois qu'il faut pas abandonner. D'accord. Une dernière question. Alors à Sibiu, vous allez jouer dans votre propre pièce, oui. Le théâtre. Comment c'est de passer d'un dramaturge à un acteur? C'est énorme, je pense. C'est une circonstance, puisque un acteur qui jouait Monsieur Ibrahim à Paris ne pouvait pas jouer certains soirs, et la production m'a dit remplace-le, et je me suis entendu dire oui. Et je me suis retrouvé sur scène. C'est une guérison.
Ah bon? Ouais, la guérison de la solitude de l'écrivain. Avec le trac de l'acteur aussi. Avec le trac, ça je vous le confirme. Et avec le... Et le public Alors le public non, mais le trac, c'est la peur de ne pas être, de pas pouvoir totalement délivrer la performance, d'être gêné par sa voix ou par quelque chose ou par. Moi la mémoire, il y a pas de problème. Mais ne pas être complètement disponible aux émotions, ça me fait. Si j'avais pas peur, j'irais pas. Hein. Quand j'aurais plus peur, je ferais plus rien. Voilà. Non, c'est merveilleux de pouvoir entendre ces personnages vibrer dans son corps, dans sa voix et avec le public. Cette osmose. Et quand on est écrivain, c'est une chose extrêmement précieuse. En fait, j'ai l'impression de faire exactement en rentrant sur scène ce que je fais quand j'écris, c'est-à-dire je fais passer mes personnages sur la page, et là, quand je rentre sur scène, j'ouvre un autre livre, c'est mon corps, et dans mon corps et dans ma voix, je fais aussi passer mes personnages. Et ça se fait assez facilement, et le public m'écoute, avec joie, visiblement, et donc, je pense que c'est très très différent d'être acteur-auteur que d'être acteur. Parce que si je devais faire un travail d'acteur, il faudrait que je me dise qu'est-ce que pense l'écrivain, quelle est la psychologie de ce personnage, etc. Moi, ces questions-là, je n'ai pas à me les poser. Je suis la source. Donc j'ai la légitimité de la source. Il peut y avoir de meilleurs acteurs que moi, il ne peut pas y avoir un autre acteur source. Voilà. Donc, franchement, j'ai été tellement encouragé par le public, parce que chaque fois que je l'ai fait, maintenant, je l'ai beaucoup joué, mais la réception du public m'a toujours ébloui, parce que En fait, c'est ce que me disent les acteurs, c'est que en fait, je ne fais rien. Je laisse vivre tous mes personnages, mais instantanément, ils passent. Et donc, d'après ce que disent les acteurs ou les critiques, il y a une sorte de naturel qui est très très surprenant, et qui vient du fait que je suis la source. Vous voyez, c'est pas que je suis plus naturel qu'un autre, mais forcément je suis plus naturel pour jouer mes textes qu'un autre. Vous connaissez de l'intérieur le personnage? Oui, et il m'habite. Il m'habite et je le laisse je le laisse parler. Les personnages, même quand j'écris, ce sont des énergies. Et j'entends leurs énergies et je les retranscris. Quand je suis sur scène, c'est pareil, j'ai l'énergie de Momo, l'énergie de Monsieur Ibrahim, c'est pas la même. Mon corps change, c'est immédiat. C'est juste, je suis une éponge à énergie. Mais c'est dans l'écriture ou sur scène, pareil. C'est de l'empathie. Ma seule méthode, c'est l'empathie. Merci beaucoup. Merci.